Bonjour et ravi de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne d'enseignement à distance. Nous allons continuer nos activités de consolidation et de renforcement pour la préparation à l'examen régional. Aujourd'hui, je vous propose deux anciens examens régionaux. Nous allons commencer par le premier extrait. Allons-y. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches dans les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements ni les chaussures n'étaient à ma taille. Mais j'étais heureux. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. C'étaient là mes 2 cadeaux de Nouvel An pour le maître d'école. Les passants que nous rencontrions me souriaient avec bienveillance. Les boutiques étaient ouvertes, les rues éclairées. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. De loin, j'aperçus les fenêtres à auvent de notre école. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Des grappes de lumière pendaient et transformaient cette façade habituellement triste et poussiéreuse en un décor de féerie. Les lampes à huile diversement colorées scintillaient et par leur seule présence créaient un climat raffiné de fête et de joie. Eh bien, il y a certains mots qui poseraient éventuellement des critères ou des difficultés de compréhension. Donc nous avons un mendiant, c'est le pauvre, et le cierge, c'est une bougée. Alors, on commence par, nous allons voir l'étude de texte. Et dans l'étude de texte, comme nous l'avons vu auparavant, c'est la contextualisation du texte par rapport à son genre littéraire, par rapport au siècle, etc. Donc ici, on vous demande alors quel est le titre de l'œuvre, son genre littéraire, l'auteur et la date de publication de cette œuvre, c'est-à-dire en quelle année cette œuvre est-elle publiée. Bien, eh bien, vous l'aurez compris, il s'agit de La boîte à merveilles, qui est un roman à caractère autobiographique écrit par l'auteur marocain Ahmed Sfrioui et publié en 1954. Alors, 2A. Donnez les noms des personnages dont on parle dans le texte. Alors, le père, donc vous allez donner le nom du père et le nom de l'enfant. B. Dans quelle ville se trouve-t-il? C'est-à-dire, dans quelle ville se trouvent le père et l'enfant? Eh bien, vous l'aurez compris, le père c'est Ma'alem Abdeslam et son fils Sidi Mohamed, d'accord, c'est le petit enfant de 6 ans. Les deux, où se trouvent-ils? Eh bien, les deux se trouvent à la ville de Fès. Alors, B, donc on arrive à l'analyse du texte. Question 3. Pourquoi l'enfant perd-il ses babouches? 4A. Où vont le père et son enfant? B. Pourquoi? 5. Quel sentiment éprouve l'enfant? 6. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Dans cette phrase, le jugement est-il valorisant ou dévalorisant? Donc, justifiez votre réponse. Eh bien, il s'agit de dire pourquoi c'est un jugement valorisant ou dévalorisant. Eh bien, pour la question numéro 3, pourquoi l'enfant perd-il ses babouches? Eh bien, aussi, vous l'aurez compris, parce que les babouches n'étaient pas à sa taille. Et d'ailleurs, dans le texte, il dit que ses parents voyaient grand. Donc, il lui achetait des chaussures de taille plus grande, des vêtements, etc. Et donc, du coup, pour les babouches, eh bien, elles n'étaient pas à sa taille et à chaque fois, il les perdait dans la rue. Alors, où vont le père et son enfant?
Eh bien, aussi, vous l'aurez compris, Ivan homicide. Eh bien, pourquoi? La raison pour laquelle Ivan homicide, le père accompagne son fils homicide, eh bien, pour fêter la Shora avec ses camarades et donner les cadeaux du Nouvel An pour le maître de l'école. 5. Quel sentiment éprouve le narrateur? Eh bien, c'est la fête. Le narrateur, elle éprouve le sentiment de la joie. Eh bien, il est heureux, il est content, donc il fait la fête. 6. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Alors, là, comme on l'avait dit auparavant, il s'agit de dire, il s'agit de préciser s'il s'agit d'un jugement valorisant ou dévalorisant, et bien entendu, de justifier. Eh bien, vous l'aurez aussi compris, il s'agit d'un jugement valorisant, ce qui le montre, eh bien, nous avons les voix sont claires, non confuses, la fraîcheur aussi du matin, état de ce qui est agréablement froid. Alors, on arrive à la question numéro 7, complétez le tableau suivant. Donc, vous avez la phrase, vous allez préciser le temps employé et l'infinitif du verbe. Mon père me glissa dans la main une pièce. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous allez relever le verbe, préciser à quel temps il est employé et aussi de donner l'infinitif de ce verbe conjugué. Eh bien voilà, donc vous l'aurez aussi compris, il s'agit, le temps du verbe c'est le passé simple, le verbe c'est glissa, donc ce verbe est conjugué au passé simple et l'infinitif du verbe c'est le verbe glisser, donc ER à la fin. Deuxième phrase, je faisais de terribles efforts. Eh bien c'est la même chose, vous allez aussi préciser le temps employé, l'infinitif du verbe. Voilà, donc le temps employé, c'est l'imparfait. L'infinitif du verbe, c'est faire. Donc, on a je faisais, donc le verbe faire qui est conjugué à l'imparfait, à la première personne du singulier. Voilà, donc qui est conjugué à l'imparfait et nous avons l'infinitif, c'est le verbe faire. Alors, je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. Là, il s'agit de préciser la figure de style utilisée dans cette phrase. Alors, A, est-ce que c'est une métaphore? B, une comparaison? C, c'est une hyperbole. Donc, vous allez recopier la bonne réponse, la réponse qui vous paraît correcte, la réponse juste. Donc, je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. Est-ce une métaphore, une comparaison ou une hyperbole? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est une hyperbole parce que nous avons dans la phrase l'adjectif de terribles efforts, donc c'est une exagération, c'est une amplification, c'est une hyperbole. Donc la figure de style utilisée dans cette phrase, c'est une hyperbole. Alors, et puis on arrive à la réaction face au texte. Donc là, je rappelle que ce qui est demandé, c'est de donner votre opinion en une phrase ou deux par rapport à ce qu'on vous propose. Alors, vous avez ici, les vêtements traditionnels ont-ils encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui? Justifiez votre réponse. Alors, si vous pensez que les vêtements traditionnels, ils ont toujours leur place dans le Maroc d'aujourd'hui, vous allez dire pourquoi. Si au contraire, vous pensez qu'il y a une certaine influence et que les vêtements traditionnels ne trouvent plus leur place dans le Maroc d'aujourd'hui, vous allez aussi le justifier par une phrase ou deux. 10. Pourquoi doit-on être reconnaissant envers nos enseignants? D'accord? Donc voilà, là c'est votre opinion personnelle, vous allez exprimer votre opinion personnelle. Alors,
pour ce qui est de la question numéro 9, les vêtements traditionnels ont-ils encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui? Justifiez votre réponse. Donc là, je vous ai donné juste un exemple. Vous aurez certainement d'autres réponses, vos propres réponses à vous, mais là, c'est vraiment juste un exemple. Puis, oui, alors les vêtements traditionnels ont toujours leur place dans le Maroc d'aujourd'hui. Il suffit que la personne se trouve dans une cérémonie de mariage ou durant une fête religieuse pour remarquer à quel point les femmes et les hommes marocains sont fidèles à leurs belles traditions, ce qui veut dire que les vêtements traditionnels ont toujours leur place dans le Maroc d'aujourd'hui. Je rappelle encore, c'est juste une proposition de réponse, vous en aurez d'autres certainement. Alors, pour rapport à la dernière question, pourquoi doit-on être reconnaissant envers nos enseignants? Je rappelle, c'est aussi juste un exemple. Eh bien, on doit être reconnaissant envers nos enseignants, et bien, surtout les respecter, parce que le respect est aussi très important et très fondamental dans notre rapport avec nos enseignants, et bien parce qu'ils contribuent à nous cultiver, nous apprennent des choses qui nous seront utiles durant toute notre vie et ils nous font passer un savoir. Donc voilà pour le premier extrait. Alors on enchaîne avec le deuxième extrait. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela je le savais, point farouche de nature. J'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec les puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie d'un bleu céleste ou d'un rose du soleil couchant. Donc là, vous avez la définition de certains mots qui paraissent un peu difficiles. Donc j'ai un ébauché, ça veut dire commencer. Fabuleux, c'est un adjectif qui veut dire extraordinaire, merveilleux. 3, féerie, donc c'est un monde de fait. 4, imiter, donc chercher à produire ce qu'un autre fait, donc pour prendre pour modèle, faire comme. Alors, on passe au deuxième texte. Donc, dans cet examen, on vous propose 2 textes, d'accord? Alors, texte 2, « Si je m'évadais, comme je courais à travers les champs ». Non, il ne faudrait pas courir, cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges, cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs en portent. Je sais auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusque soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes, non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe. J'arrive à Longjumeau, un gendarme passe et il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort, la mort. Quand je pense que je suis venue tout enfant ici à Bicêtre voir le grand puits et les fous. Ok, donc là, c'est aussi la définition de certains mots qui paraisseraient difficiles pour certains. Donc, sarrau, c'est une sorte de grande blouse. Déguisé, c'est caché sous des apparences trompeuses. Et se déguiser, s'habiller de manière à ne pas être reconnu. Et puis, maraîcher, c'est la personne qui cultive des légumes. Alors, pour l'étude de texte, on vous dit recopier
et compléter le tableau suivant. Donc là, vous allez, pour les deux textes, donner le nom de l'auteur, le titre des deux œuvres respectives, le genre de l'œuvre. Donc, le genre littéraire, bien sûr, des œuvres en question. Bien, alors, donc vous l'aurez compris, pour le premier texte, c'est le roman, il s'agit, donc l'auteur c'est Ahmed Sfrioui, et puis qui a écrit La boîte à merveille, et le genre de l'œuvre, c'est un roman à caractère autobiographique. Alors pour le texte de l'auteur, c'est Victor Hugo, eh bien son œuvre c'est Le dernier jour d'un condamné, et son genre littéraire, c'est un roman à thèse. Alors, vous avez le pronom je, d'accord? Dans les deux textes, renvoie de personnes différentes. Donc, vous allez dire lesquelles. Alors, relisez le texte 1 et répondez aux questions suivantes. 3. Relevez dans le texte deux indices qui distinguent le narrateur des autres garçons. 4. Le narrateur rejette les jeux des autres car il n'aime pas jouer. B. Il préfère rester avec sa famille. C. Il a son monde imaginaire. Donc vous allez choisir la bonne réponse. Alors, pour le pronom je qui renvoie à deux personnes différentes, donc vous l'aurez compris, dans le premier texte, le je renvoie à Sidi Mohamed. Quant au deuxième texte, eh bien, le je renvoie au condamné à mort. Alors, les deux indices qui distinguent le narrateur des autres garçons. Le narrateur aime l'invisible alors que les autres garçons aiment le visible. Le narrateur veut connaître alors les autres garçons veulent imiter. Donc, ou bien nous avons l'amour de l'invisible et le désir de connaître. Relevez dans le texte deux indices qui distinguent le narrateur des autres garçons. Eh bien, le narrateur rejette les jeux des autres car il n'aime pas jouer, il préfère rester sa famille, il a son monde imaginaire. Eh bien, parce qu'il a son monde imaginaire, donc c'est un enfant qui est solitaire et il préfère son monde imaginaire. Alors moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Dans cette phrase, le verbe connaître a-t-il pour sens A, faire connaissance, B, penser, C, apprendre. Donc là, vous allez recopier la bonne réponse. Eh bien, vous l'aurez compris, le sens, c'est apprendre, d'accord? Alors, donc là, vous allez relire le texte 2 et répondre aux questions suivantes. 6. À quoi rêve le narrateur? 7. Va-t-il accomplir son rêve? Quel risque court-il? Et puis 8. Le narrateur évoque deux souvenirs d'enfance, lesquels? Donc, vous allez relever les deux souvenirs évoqués par le narrateur. Alors là, c'est texte 1 et 2, vous allez relire les deux. Les deux narrateurs, donc dans les deux textes, ont un point commun. Lequel? Donc vous allez relever le point commun entre les deux narrateurs. Et puis, 10. Approuvez-vous le comportement du narrateur du texte 1 avec les enfants de son âge? Justifiez votre réponse par un argument. Eh bien, donc là, pour la question 6, vous l'aurez compris, à quoi rêve le narrateur? Eh bien, il rêve à l'évasion, d'accord? Parce que, rappelons-le, c'est un condamné à mort et donc il rêvait de s'évader de la prison. Va-t-il accomplir son rêve? Quel risque court-il? Eh bien non, il ne va pas accomplir son rêve parce qu'il risque d'être arrêté. La question 8, le narrateur évoque deux souvenirs d'enfance. Eh bien, lesquels? Alors, le premier souvenir étant au collège, il venait avec ses camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis dans un marais auprès d'Arcueil. Eh bien, deuxième souvenir étant enfant, il est venu à Bicêtre pour voir le Grand Puy et les fous. Alors, pour les deux textes, alors on a dit que les deux narrateurs ont un point commun,
il y a lequel? Les deux narrateurs ont un point commun, c'est le rêve. D'accord? 10. Approuvez-vous le comportement du narrateur du texte 1 avec les autres enfants de son âge? Justifiez votre réponse par un argument. Donc, je rappelle là qu'il s'agit aussi d'exprimer votre opinion personnelle en une phrase ou deux. Donc là, ce que je viens de vous donner, c'est juste aussi un exemple. Vous aurez certainement d'autres réponses. Alors, par exemple, je pourrais dire, ben non, je n'approuve pas ce comportement car en agissant ainsi, le narrateur accentue sa solitude et son isolement. Donc voilà pour les deux extraits d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours à distance, espérant vous avoir apporté aide et réponse. À la prochaine.